Chunk 1. Leonard Nimoy est décédé. La star de Star Trek est décédée aujourd'hui à son domicile de Los Angeles à l'âge de 83 ans. C'est une leçon que j'ai dû apprendre. J'ai endommagé les cellules pulmonaires il y a de nombreuses années. 2014, Leonard Nimoy a fait une confession qui a stupéfié les Trekkies du monde entier. L'homme derrière Spock était train de mourir, et c'était de sa propre faute. Des décennies de tabagisme avaient détruit ses poumons. Mais alors que les fans pleuraient, sa famille a découvert autre chose. Des lettres privées, des enregistrements secrets et un poème qu'il avait écrit des années plus tôt. Ils ont révélé un homme tourmenté par la culpabilité, la dépendance et une famille brisée. Ces dernières semaines ont été consacrées à réparer les erreurs qui le hantaient depuis les années 1980. La vérité sur ce qui a vraiment tué Leonard Nimoy n'était pas seulement la maladie, c'était le regret. Leonard Nimoy est né en 1931 dans un quartier exigu de Boston, où les familles étaient entassées dans de petits appartements et des charrettes à bras remplissaient les rues bruyantes. Ses parents, Max et Dora, avaient à peine échappé à la violence Ukraine. Max est entré Pologne à pied. Dora et sa mère se sont cachés sous du foin dans un chariot. Ils se sont réunis, Amérique, pour atterrir au milieu de la Grande Dépression. Max coupait les cheveux dans un minuscule salon de coiffure, et 3 générations partageaient un appartement aux murs fins où chaque son résonnait. Léonard a grandi entendant du russe, du yiddish, de l'italien et de l'anglais tourbillonner ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, il a tout absorbé. Des années plus tard, il dira que ces voix ont façonné la façon dont il s'était connecté avec le monde tant que M. Spock est au-delà. Même après être devenu célèbre, il a nommé son voilier et sa cabane du lac Tahoe West End, comme une petite ancre vers l'endroit où tout a commencé. Il est monté sur scène pour la première fois par accident. Il avait 8 ans et traînait autour de la maison Peabody après l'école. Il y avait un théâtre au sous-sol plus grand que tout ce qu'il avait jamais vu. Un jour, un conseiller avait besoin d'un enfant qui sache chanter. Léonard a été poussé avant et le soir, il était Hansel dans Hansel et Gretel. La foule était immense, plus grande que tout son immeuble. Chunk 2, et ils ont applaudi fort. Ce son est resté avec lui. Il a continué à jouer avec des théâtres pour enfants locaux et l'a casé entre l'école et la chorale. Quand un drame grinçant est arrivé, Ville 1948, Léonard, encore adolescent, a obtenu le rôle principal. L'histoire parlait d'une famille d'immigrants pauvres, et elle lui a tellement rappelé sa propre histoire que quelque chose s'est allumé lui. Rien d'autre, aucune carrière, comme le suggéraient ses parents, ne pouvait rivaliser avec ce sentiment. La vie n'était pas facile, loin de là seul. À l'âge de 6 ans, il vendait des journaux dans un froid glacial. Ses doigts lui faisaient mal juste tenant les pièces. À 10 ans, il cirait des chaussures. À 11 ans, il frappait aux portes avec des cartes de vœux. À 12 ans, il installait des chaises dans les théâtres pour 10 cents la rangée. À 15 ans, il trimballait des aspirateurs montant et descendant les escaliers, essayant de faire une vente. L'argent était toujours rare. Certaines semaines, il devait se faire mettre gage les outils de coiffure de Max le vendredi et les racheter le samedi pour couper les cheveux des mariés. Ce genre de survie a appris à Léonard à ne jamais être en retard, à ne jamais se relâcher. S'il manquait une livraison de journaux, il pourrait ne pas manger ce jour-là. Son fils a dit un jour que c'était la faim, et non l'ambition, qui l'avait poussé à réussir. Il était désespéré parce que l'échec signifiait une réelle douleur. L'été de ses 18 ans, Léonard a fait sa valise et est parti. Il n'est pas allé à l'université comme ses parents l'espéraient. Il a acheté un billet de train aller simple pour Los Angeles avec l'argent qu'il avait gagné, vendant des aspirateurs. C'était un trajet de 3 jours. Il avait 2 chemises et $600. Il est descendu du train épuisé et fauché, mais plein d'espoir. Il a loué une petite chambre pour $6 par semaine et a vécu de Chili à 10 cents, tout cherchant du travail d'acteur. Les emplois de jour payaient. Les factures. Placeur, chauffeur de taxi,
harceleur de distributeurs automatique. Quand l'argent a manqué, il a vendu son sang 2 fois pour payer le loyer. Il a réussi à gratter des frais de scolarité pour une école d'art dramatique, mais a abandonné après 6 mois. Il voulait de vrais plateaux, de vrais rôles. Junk 3. Des années plus tard, alors qu'il obtenait son étoile sur Hollywood Boulevard, il a plaisanté, disant qu'il était arrivé à Los Angeles dans un état illogique, complètement fauché, mais plein de rêves. 2 ans plus tard, il a décroché son premier grand rôle. Il a joué un boxeur dur au visage balafré dans Kid Monk Baron. Le maquillage était épais, le budget était faible, mais Léonard était la star. Il avait à peine 21 ans. Il a étudié de vrais boxeurs pour que cela ait l'air juste et a continué à porter la même vieille veste aux auditions et sur le plateau. Le film n'a pas bien marché, mais il a prouvé qu'il pouvait mener un film. Cela l'a maintenu à flot jusqu'à ce que la télévision l'appelle. À cette époque, il a également joué un martien. C'était 1952. Il était coincé dans un costume de caoutchouc rigide, tournant un feuilleton de science-fiction intitulé Zombies of the Stratosphere. Il a été tourné seulement 17 jours et Léonard n'a gagné que 75 $. Son personnage parlait à peine, seulement 42 mots. Le film était si bon marché que des montages télévisés ultérieurs l'ont coupé de certains gros plans. Même son nom était mal orthographié sur l'affiche. Léonard Nimoy. Pourtant, il a gardé la carte de Hall. Même les Martiens, disait-il, doivent bien commencer quelque part. 1953, l'armée l'a appelé. Léonard a échangé des auditions contre un uniforme. Il a rejoint les services spéciaux, l'aile de divertissement. Il le payait 84 $ par mois et le nourrissait, ce qui n'était pas mal. Il a écrit et joué dans des spectacles de variété, parfois 2 par soir. Il a même joué Stanley dans un tramway nommé Désir, alors qu'il était encore uniforme. L'armée lui a permis de jouer, de raconter des films et de projeter sa voix à travers les terrains de parade. Il est resté 80 jours, a gagné 2 rubans et est rentré chez lui avec de nouvelles compétences. Mais Hollywood ne l'avait pas attendu. Alors, il a pris tout ce qui venait. Il a joué un soldat dans Them, un film sur des fourmis géantes. Sa réplique était « Regardez la taille de ces fourmis ». Cela lui a rapporté 48 $. Chunk 4. Quelques années plus tôt, il était figurant dans un match de baseball, chassant un chat autour d'Ebbets Field. Celui-là lui a rapporté 42 $. Pas de crédit, juste de longues heures et des matins froids. Mais il a regardé les meilleurs acteurs travailler et a tout absorbé. Plus tard, il a plaisanté, disant que des millions de personnes l'avaient vu. Il ne le savait juste pas. Lorsque les rôles se sont taris, il a commencé à enseigner. Il a loué un petit studio et a offert des cours d'art dramatique selon la méthode pour 2 $ la séance. Il a mis des annonces dans le journal. Parfois, il gagnait 10 $ par soir, moins qu'un placeur de théâtre, mais cela le maintenait à flot. Ses élèves ont obtenu des rôles à la télévision avant lui, ce qui le faisait rire. Il disait qu'il entraînait sa concurrence. Pourtant, l'enseignement l'a aidé à affûter son regard et à tailler dans le vif du sujet dans les dialogues. Cette compétence deviendra plus tard la signature de Spock, tout dire avec très peu. Au milieu de tout cela, il est tombé amoureux peu. Il a épousé Sandy Sber, 1954, quelques semaines avant de se présenter au service militaire. Elle était actrice, elle aussi. Ils avaient très peu de choses, une vieille voiture et une machine à écrire. Pendant sa formation de base, il lui a envoyé près de la moitié de son salaire pour couvrir le loyer. Leurs lettres parlent de sang, d'occasions manquées et de jours difficiles, mais aussi de tenir bon. De croire qu'un jour son nom brillerait. Avant que quiconque n'ait entendu le nom de Spock, Léonard Nimoy était déjà partout. Son visage est apparu sur les écrans de télévision à travers l'Amérique, bien avant qu'il ne devienne un nom familier. Entre 1956 et 1965, il est apparu dans plus de 50 émissions différentes. C'est près d'un rôle toutes les 10 semaines.
Il n'était pas encore célèbre, mais les directeurs de casting l'adoraient. Ses traits nets et sa voix serre flexible lui ont permis de se glisser dans des westerns comme Wagon Train et Bonanza, des séries policières comme Dragnet, des drames militaires et des scènes de tribunal. Un mois fou, 1963, il a joué un poète paranoïaque, un soldat de l'Union et un cow-boy sournois, le tout l'espace de quelques semaines. Les gens qui regardaient à la maison n'arrêtaient pas de demander « Qui est-ce que type ?» Mais son nom passait trop vite dans les crédits. Nimoy plaisantait, disant que la plupart des gens connaissaient mieux l'arrière de sa tête que son visage. Chunk 5. Il jouait généralement le méchant qui se faisait arrêter et qu'on emmenait hors du cadre. Mais tous ses rôles étaient un entraînement. Ils ont aiguisé sa voix, ils lui ont enseigné l'immobilité et ils l'ont préparé au moment où M. Spock allait naître. Le tournant ne s'est pas produit dans l'espace. Il s'est produit dans un film enfumé et étrange intitulé The Balcony. C'était 1963. Nimoy a joué un révolutionnaire. Chancelant aux côtés de grands noms comme Shelley Winters et Peter Falk. Le film était à petit budget et les thèmes étaient choquants pour l'époque. Bordel, travestissement, jeux politiques. Il a même fini sur une liste de films condamnés. Mais lorsque Nimoy a prononcé un monologue calme et intense de 5 minutes, quelque chose a cliqué. Un tic de la joue, un regard hanté. Les critiques l'ont remarqué. Le Village Voice l'a qualifié de centre calme de la tempête. Cette performance a conduit à un nouvel agent et à une nouvelle impulsion. Et bientôt, Gene Roddenberry l'a vu. Ce film, a déclaré plus tard Nimoy, était le pont qui l'a conduit à Star Trek. Sans lui, Spock aurait pu être très différent ou ne jamais exister du tout. Puis est venue une décision audacieuse. 1 an plus tard, Nimoy a relevé un nouveau défi, celui de la production. Lui et Vic Marrero ont décidé de faire un drame carcéral intitulé Death Watch. Ils ont hypothéqué leur propre maison pour le financer. Pour bien faire les choses, ils ont réellement vécu à l'intérieur d'une vraie prison pendant 6 semaines, entourés de détenus qui ont agi comme figurants pour 2 $ par jour. Nimoy s'est même rendu à Paris pour obtenir les droits, remettant à Jean-Jacques une enveloppe brune pleine d'argent dans une chambre d'hôtel sordide. Le film n'a pas connu un grand succès dans les salles de cinéma, mais il a trouvé une vie souterraine lors de projections universitaires de minuit. Et pour la première fois, Nimoy a gagné beaucoup d'argent grâce à quelque chose qu'il avait contribué à créer. Plus important encore, il a appris comment Hollywood fonctionnait. Budget, contrat, accord. Ces leçons l'ont aidé plus tard à faire de grands pas tant que réalisateur dans les années 1980. Mais l'histoire a failli prendre une tournure différente. Chunk 6. 1964. Nimoy a failli être engagé dans un tas d'autres émissions. Il a failli décrocher le rôle principal dans Rat Patrol et avait une réelle chance de devenir un acolyte dans Diagnosis. Inconnu, il a même été envisagé pour un rôle récurrent d'espion soviétique dans des agents très spéciaux. Dans tous les cas, il a été écarté. On lui a dit qu'il était trop intense. À l'époque, ces rejets ont fait mal. Mais plus tard, il les a considérés comme les coups de chance de sa vie. S'il avait obtenu l'un de ces rôles, il aurait pu être enfermé dans des contrats et il n'aurait pas été libre de rejoindre Star Trek. Ce coup du sort a tout changé. Fin 1965, les choses ont finalement commencé à porter leurs fruits. Après des années à se débrouiller avec 1 000 $ par spot télévisé, Nimoy a obtenu un chèque de paie régulier, 250 $ par semaine, pour le tournage du 2e pilote de Star Trek. Pour la première fois, il pouvait respirer. Il a échangé sa vieille Studebaker, acheté une maison modeste pour sa famille et a ressenti une véritable stabilité financière. Il continuait à donner des cours d'art dramatique, mais maintenant c'était parce qu'il le voulait, pas parce qu'il le devait. Et pour une fois, l'avenir ne semblait pas si incertain. Ce 2e pilote, où aucun homme n'est jamais allé auparavant, n'a eu lieu que parce que NBC a rejeté le premier. Le pilote original, The Cage, avait été le pilote de télévision le plus cher jamais réalisé. Mais le réseau l'a détesté.
Ils ont dit que c'était trop intelligent, trop lent, juste un débat avec des bagarres. Pourtant, ils ont vu quelque chose Spock. Même si NBC voulait que presque tous les acteurs partent, Nimoy était le seul qu'ils ont demandé à garder. Enfin, presque. Un cadre a griffonné dans les marges. Oreille trop satanique. Débarrassez-vous de lui. Roddenberry s'est défendu. Il s'est battu pour garder Nimoy dans l'émission. Et avril 1965, NBC a cédé. Une fois le tournage commencé, Nimoy a commencé à façonner Spock quelque chose que personne n'avait prévu. Au cours d'un épisode, il était censé assommer le double maléfique de Kirk avec la force brute. Nimoy a dit « Non, ce n'est pas comme ça qu'un Vulcain le ferait. » John 1-7. Au lieu de cela, il a inventé la pression nerveuse vulcaine directement sur le plateau et elle est restée. Il va de même pour le salut vulcain. Cela lui est venu d'un souvenir d'enfance à la synagogue. Il a repris le geste d'une bénédiction hébraïque et a ajouté l'expression « longue vie et prospérité », transformant un peu de rituel ancien hors de science-fiction. Rien de tout cela n'était dans le script, tout venait de lui. Mais tout n'était pas sensible. Lorsque l'émission a été diffusée en 1966, Nimoy ne gagnait qu'un quart de ce que William Shatner gagnait, seulement 1 250 $ par épisode. C'est vite devenu un problème. Les lettres de fans affluaient, parfois 1 millier par semaine, toutes pour Spock. L'agent de Nimoy a fait pression. Desailles a même élaboré des plans de secours pour le remplacer. Mais NBC a paniqué. Les recherches ont montré que la popularité de Spock augmentait les codes d'écoute. Au final, Nimoy a obtenu une augmentation, de meilleures redevances et même, selon certains, son mot à dire sur les scénarios, des choses inouïes pour les seconds rôles à l'époque. Le prix qu'il a payé s'est fait dans la chaise de maquillage. Chaque matinée commençait à 4 heures du matin. Des couches de colle, de peinture verdâtre et des sourcils rasés. Les fausses oreilles étaient si serrées qu'il fallait les faire fondre avec de l'acétone chaque soir, laissant souvent la peau de Nimoy brute et cloquée. Ils ont essayé 5 modèles d'oreilles les différents avant de s'arrêter sur le look final. Nimoy pouvait plaisanter plus tard, disant qu'il pouvait sentir l'acétone à travers un studio. Mais à l'époque, il l'endurait silence, craignant qu'une seule plainte ne fasse disparaître Spock pour de bon. Chez NBC, de nombreux cadres détestaient le personnage. Une note de service qualifiait Spock de satanique et disait qu'il ferait fuir les téléspectateurs de la Bible Belt. Les photos publicitaires étaient retouchées pour cacher les oreilles. Spock était enterré à l'arrière-plan du matériel promotionnel. Mais le public a vu autre chose. Au milieu de la saison, Spockmania avait pris le dessus. Les cotes d'écoute ont grimpé flèche. Des fan clubs ont fait leur apparition. Et soudain, les caractéristiques même que NBC essayait de cacher sont devenues l'attrait principal de l'émission. Spock est passé de leur plus grande crainte à leur plus grande star. Chunk 8. Sur le plateau de Star Trek, les choses ne se sont pas toujours passées comme prévu. Pendant le tournage de l'épisode de la première saison, Arena, l'équipe a préparé une explosion d'effets spéciaux pour une scène où le capitaine Kirk tire avec un canon de fortune. On a dit à tout le monde que ce serait une petite explosion contrôlée. Leonard Nimoy et William Shatner se tenaient à seulement 3 mètres de distance, mais la charge utilisée était 3 fois plus forte que prévu. Le boom a été massif. Quelques minutes, les 2 acteurs ont ressenti un bourdonnement aigu dans leurs oreilles. Shatner dans la gauche, Nimoy dans la droite. Ce son n'est jamais parti. Les médecins ont confirmé qu'ils souffraient d'une ténosite permanente. Cela les a hantés pendant le reste de leur vie. Shatner a dit un jour que les premiers jours étaient angoissants, mais le soutien de Nimoy l'a aidé à faire face. Il les a même appelés le dernier front de l'oreille, une plaisanterie discrète au Late Show. Aucun d'eux n'a jamais oublié cette explosion. Mais Nimoy n'était pas seulement connu pour ses blessures. Il a brisé les barrières lorsqu'il a obtenu 3 nominations aux Emmy Awards pour avoir joué Spock dos à dos de 1967 à 1969. C'était la première fois qu'un acteur de science-fiction était pris au sérieux par l'Académie de la télévision.
À l'époque, les prix étaient principalement décernés aux drames judiciaires et aux westerns. Personne ne s'attendait à ce qu'un demi-humain, demi-vulcain, apparaisse dans la liste des nominés. Pourtant, il était là. L'intensité calme et la logique étrange de Spock ont touché une corde sensible auprès des électeurs. Paramount a même loué des panneaux d'affichage qui disaient « Votez logiquement, votez Spock ». Nimoy n'a pas gagné, mais il a entrouvert la porte pour que des acteurs comme Patrick Stewart puissent la franchir plus tard. Sa célébrité tant que Spock a conduit à quelque chose de follement inattendu. 1966, un producteur de disques planifiait un album sur le thème de l'espace pour profiter de la popularité croissante de Star Trek. Sa fille adolescente a fait une suggestion audacieuse. Pourquoi ne pas mettre Spock sur le disque? L'idée a fonctionné. Nimoy a sorti un album jouant pleinement son personnage. Leonard Nimoy présente la musique de l'espace de M. Spock. Gun 5, 9. Ça s'est vendu comme des petits pains. L'une des chansons, la ballade de Bilbo Baggins, est devenue un succès culte. Nimoy n'avait aucune expérience musicale, mais les fans se fichaient. Il était Spock, et c'était suffisant. Ses revenus sont passés de 16 000 $ à 150 000 $ un peu plus d'un an. Dot Records l'a signé pour 4 autres albums. Finalement, il a abandonné le personnage de Spock et a chanté des reprises folk comme Proud Mary et I Walk the Line. C'était bizarre. C'était génial et ça a marché, mais tout n'est pas arrivé sans conflit. 1969, Nimoy a remplacé son ami proche Martin Landau dans Mission Impossible. Landau avait demandé plus d'argent. Le studio a refusé. Nimoy est intervenu. Cela a créé des tensions, d'autant plus que la femme de Landau était toujours dans l'émission. Pour ajouter l'ironie à la blessure, Landau avait autrefois refusé le rôle de Spock. Maintenant, Nimoy reprenait son travail. Le nouveau rôle a donné à Nimoy un chèque de paie régulier et un nouveau départ. Pendant 2 ans, il a joué un maître du déguisement nommé Paris. Cela a montré qu'il pouvait être plus que Spock, et c'était aussi mieux payé. Le travail scénique est venu ensuite. Nimoy a fait revivre ses racines tournées avec un violon sur le toit, jouant et Tévier, le laitier juif, essayant de maintenir ses traditions vie. Le rôle lui tenait à cœur. Nimoy avait grandi chantant dans les synagogues de Boston, entouré de familles parlant yiddish comme la sienne. Les critiques et le public ont ressenti la vérité dans sa performance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est attaqué à Shakespeare, au thriller politique, même à une pièce de théâtre solo intitulée « Vincent », basée sur les lettres de Van Gogh. Cette émission a fait le tour de 35 villes et a été diffusée sur ANE. Le musée Van Gogh d'Amsterdam a même installé une copie. Chunk, 10. C'était personnel. C'était puissant. Puis vint la controverse. 2002, Nimoy a lancé une série de photos intitulée le Shektcha Project. Il explorait le côté féminin de la divinité dans la mystique juive. Les modèles portaient des objets de prière sacrés et parfois rien d'autre. La réaction a été intense. Certains rabbins l'ont qualifié de sacrilège. Les centres juifs ont annulé ces apparitions. Nimoy a dit qu'il voulait que ce soit un hommage, pas une provocation. D'autres ont défendu l'œuvre comme audacieuse et nécessaire. Quoi que les gens pensent, il parlait et c'était le but. 1944, Nimoy a pris un énorme risque. Il voulait réaliser Star Trek 3. Il n'avait pas de véritable expérience réalisation de film, juste quelques épisodes de télévision à son actif, mais il a plaidé sa cause. Le studio avait tué Spock dans le dernier film, et Nimoy a laissé entendre que sans son retour, il n'y aurait pas de 3e film. Ça a marché. Ils lui ont donné le travail. Le résultat, un succès au box-office, plus de 76 millions de dollars aux États-Unis. Et juste comme ça, Leonard Nimoy est devenu réalisateur. 2 ans plus tard, il a prouvé que ce n'était pas un coup de chance. Star Trek 4. Retour sur Terre a explosé au box-office, rapportant près de 110 millions de dollars. Et ce n'était pas seulement une victoire de science-fiction. Il a touché un public plus large.
L'intrigue Sauver les baleines voyageant dans le temps dans le San Francisco des années 1980 était étrange, drôle et parfaite pour l'époque. Nimoy a fait briller le personnage. Même les gens qui ne se souciaient pas de Star Trek ont adoré. Puis est venue sa plus grande surprise. 1997, Nimoy a réalisé Trois hommes et un bébé. Chunk, 11. Personne ne s'attendait à grand-chose, juste à un remake léger d'une comédie française. Mais il est devenu le film le plus rentable de toute l'année. Il a rapporté 167 millions de dollars sur un budget de 15 millions de dollars. Il a battu Liaison fatale. Il est devenu un succès culturel. Soudain, les studios voulaient que Nimoy réalise tout. Le jour de son 56e anniversaire, Sandra Sber a ouvert la porte au chagrin. Leonard Nimoy, l'homme avec qui elle était mariée depuis 32 ans, l'a quitté ce jour-là même. Ce n'était pas seulement douloureux, c'était cruel. Une fin publique à un partenariat calme et loyal qui avait survécu à des décennies. Sandra avait cru Léonard quand personne d'autre ne le faisait. Elle l'a soutenu pendant ces années de galère. Et quand le monde a finalement connu son nom, elle est allée rester à l'arrière-plan pour maintenir le tout, ensemble. Dans une entrevue tranquille, 1988, elle a admis « J'ai passé les 15 premières années à être la seule à croire lui. Elle croyait avoir contribué à construire l'homme que le monde voyait comme Spock, et maintenant, il était parti. » Le divorce a écrasé leurs enfants, Julie et Adam. Cela a brisé quelque chose à l'intérieur de la famille. Sandra était tellement bouleversée qu'elle a rejoint un groupe de soutien, un groupe créé pour les femmes, laissé pour compte par les hommes d'Hollywood. Il s'appelait, plaisantant, les Hollywood Dumpets. Mais il n'y avait rien de drôle dans le silence qui a suivi. Léonard n'est pas resté seul longtemps. Un peu plus d'un an plus tard, le jour de l'an 1949, il a épousé Susan Bay. Le timing a fait jaser les gens. Il était clair que la relation avec Susan avait commencé alors qu'il était encore marié à Sandra. Susan n'était pas n'importe qui. Elle était actrice, réalisatrice et cousine de Michael Bay, qui deviendrait plus tard l'un des plus grands noms du cinéma. Susan avait aussi sa propre issue d'histoire. Elle a été là. Elle a été l'une des premières femmes à faire pression pour un traitement équitable à Hollywood. Son premier mariage s'était terminé en 1983 et elle avait un jeune fils, Aaron. Lorsque Léonard l'a épousée, il était deuil de ses deux parents. Chunk, 12. Son père était décédé la même année que son divorce. Sa mère est décédée quelques mois plus tard. C'était un tourbillon de fins et de débuts, et certaines blessures ne se sont jamais vraiment refermées. Leur fils, Adam, ne se battait pas seulement contre des sentiments. Il se battait contre des démons. Il a commencé à se droguer à l'âge de 17 ans. Ce qui a commencé avec la marijuana s'est transformé en une guerre de 30 ans contre la dépendance. Cela lui a presque tout coûté. Son mariage, sa carrière et, pendant longtemps, sa relation avec son père. Léonard a aussi lutté contre l'alcool. Les années où Léonard était absent, filmant Star Trek et poursuivant le succès, ont laissé un vide dans la vie d'Adam. Ce vide a été comblé par la douleur et finalement par des substances. Adam a dit un jour « Nous étions tous les deux dépendants. Mon père était un alcoolique avoué. Lorsque le tempérament d'Adam s'est enflammé, son travail a souffert. Les réalisateurs ne voulaient pas avoir affaire à lui. Il perdait le contrôle de tout. Les choses ont atteint le fond à la fin des années 80. Léonard buvait plus que jamais. Adam s'effondrait. Ils s'éloignaient rapidement l'un de l'autre. Mais quelque chose a changé. Ils ont tous les deux trouvé leur chemin vers les alcooliques anonymes et ont lentement retrouvé le chemin l'un de l'autre. Julie, leur fille, a suivi une voie différente. Née 1955, elle a grandi autour des caméras, des scénarios et des studios. Alors que son frère tombait dans le chaos, elle est entrée dans le monde que son père avait construit. Elle a aidé dans les coulisses, a voyagé avec lui, a appris comment les films étaient faits et plus tard, elle a fait les siens. Julie est devenue productrice et réalisatrice, et bien qu'elle admirait son père, elle n'ignorait pas ses défauts.
Elle a tiré des leçons. Chunk, 13. Elle a même étudié au Cordon Bleu dans la cinquantaine et a dirigé une entreprise de restauration. Mais elle est toujours revenue à la narration. 2017, elle a créé un documentaire sur la vie de son père et sa lutte contre la maladie pulmonaire. Il s'appelait Remembering Leonard, et elle a fait exactement cela, se souvenir de lui avec clarté et amour, et aussi avec une certaine douleur. Le règlement de divorce avec Sandra n'était pas petit. Il ne pouvait pas l'être. Elle avait renoncé à ses rêves pour soutenir les siens. Et 1987, Léonard était riche, tout juste sorti de la réalisation de 3 hommes et un bébé, qui est devenu le film le plus rentable de cette année-là. La culpabilité persistait. Elle pesait sur lui. Elle s'est infiltrée dans sa consommation d'alcool. Elle a déchiré ses relations. Son lien avec Adam est resté brisé pendant des années. Et même son deuxième mariage a failli s'effondrer sous la pression. Lorsque la femme d'Adam a reçu un diagnostic de cancer phase terminale, Léonard est finalement revenu. Il s'est rendu disponible tout le temps, essayant à sa manière de rattraper les années perdues. Mais Léonard n'était pas seulement un acteur ou un père. Il était aussi un poète. Entre 1973 et 2002, il a publié 7 recueils de poésie. Ses mots étaient doux, simples et remplis d'amour. Le même homme qui jouait Spock, froid, logique, sans émotion, était vérité quelqu'un qui écrivait des lignes sur le désir et la connexion. Il a également écrit 2 autobiographies. La première a fait sensation. Je ne suis pas Spock, les fans ont détesté. Alors, des années plus tard, il a écrit une autre. Je suis Spock. Celle-là semblait plus vraie. Quelque part entre ces titres se trouvait le vrai Léonard, un homme partagé entre un rôle et sa propre ombre. Conk 14. Il n'était pas naïf matière d'affaires. Pendant la 2e saison de Star Trek, son agent a demandé 9 000 $ par épisode. Léonard lui-même était d'accord avec 2500 $. C'était une stratégie. Ça a marché. Il a obtenu ce qu'il voulait. Plus tard, il a exigé l'approbation du scénario. Il ne voulait pas que les scénaristes réduisent Spock ou le rendent idiot. Il savait ce qui rendait ce personnage emblématique. Au moment où Star Trek est revenu sur grand écran, Léonard commandait des honoraires énormes. Il était passé de second rôle à pierre angulaire, une ascension discrète et fulgurante construite sur la connaissance de sa propre valeur. À partir de 1977, les gens l'ont également connu comme la voix derrière In Search of. Ce ton profond et calme a guidé des millions de personnes à travers des histoires de Bigfoot, d'ovnis et de mystères anciens. Il a apporté du sérieux à l'étrange et les gens ont adoré. L'émission a duré des années, brouillant la frontière entre le fait et la fiction, et la prestation de Léonard a rendu possible même les théories les plus folles. Puis vint le diagnostic, la BPCO. 2014, Léonard l'a annoncé au monde. Il avait 83 ans. Il avait arrêté de fumer en 1945, mais les dégâts étaient faits. Pendant des décennies, il avait fumé 2 à 3 paquets par jour. La maladie avait progressé tranquillement jusqu'à ce que ses poumons fonctionnent à moins de 30% de leur capacité. Son corps l'a trahi. Respirer est devenu une lutte. Marcher plus de quelques pas, c'était comme gravir une montagne. Son poids a chuté. Son énergie a disparu. Dans ces dernières semaines, il est resté au lit entouré de photographies et de souvenirs de Star Trek, sa machine BiPAP ronronnant à côté de lui. Mais même alors, il citait de la poésie. Il a partagé des souvenirs. Il est resté présent autant qu'il le pouvait. Chunk 15. Un par un, les membres de sa famille sont venus. Il a demandé des moments privés avec chacun d'eux. 5 enfants, 6 petits-enfants. Il voulait parler, dire au revoir. Julie s'est souvenue de lui tenant la main et lui disant « Je t'aime plus que toutes les étoiles de l'univers ». Il a laissé des messages vidéo à ses plus jeunes petits-enfants à regarder le jour de leur mariage. Et dans ces dernières heures, il a récité des prières hébraïques, les mêmes qu'il avait apprises enfant à Boston. 4 jours avant sa mort, il a tweeté un dernier message. Seulement,
94 caractères, mais cela a tout capturé. Une vie est comme un jardin. Des moments parfaits peuvent être vécus mais pas conservés, sauf dans la mémoire. Lap. C'était assez poétique et cela est resté avec les gens, tout comme lui.